Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de budget. Il s'agira du budget d'une de mes abonnées. Vous savez que c'est une série que je fais sur ma chaîne où certains de mes abonnés m'envoient leur budget et après on va discuter autour de ce budget. Parfois c'est pour demander des conseils, parfois c'est tout simplement pour partager sa situation. Dans tous les cas, ces vidéos ne sont pas des tutos puisque en termes de budget, chaque situation est différente. Il s'agit simplement de voir comment les autres font, de voir s'il y a des choses qu'on peut en tirer, si on a des conseils peut-être constructifs à donner. Mais il ne s'agit en aucun cas de dire bah voilà ce que certaines personnes font, voilà ce qu'il faut faire, c'est facile, c'est difficile, enfin c'est vraiment pas pour ça. Et maintenant que ce petit disclaimer est fait, nous pouvons attaquer la vidéo. Si jamais vous souhaitez m'envoyer votre budget, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos les indications lorsque vous avez envie de m'envoyer votre budget en gardant en tête que j'en reçois vraiment beaucoup et que je ne peux vraiment pas faire le budget de tout le monde. La particularité du budget de Roxane que nous allons étudier aujourd'hui, c'est qu'elle a eu une énorme perte de revenus. Donc elle est mariée depuis 13 ans, elle a 2 enfants, ils ont 2 animaux de compagnie, donc un chat et un chien, et son mari est en CDI. Elle était avant également en CDI et gagnait 2300 € par mois, ce qui faisait qu'ils avaient des revenus assez confortables en cumulant les 2 salaires. Malheureusement, elle a fait un burn-out qui a été suivi par 3 années d'arrêt maladie avant de finalement être en invalidité, ce qui a sacrément baissé ses revenus puisque autant en arrêt maladie, elle touchait un peu moins de la moitié de son salaire, donc 1000 €, ce qui déjà faisait une grosse baisse de revenus par rapport à ses 2300 €. Mais là, ça l'a carrément fait passer à 496 € de revenus par mois. Donc on est sur une baisse de revenus de presque 2000 € et forcément ça affecte énormément leur budget par rapport aux choix qu'ils avaient pu faire avant puisque c'est très compliqué de changer de situation en ayant une perte de revenus. Alors son mari gagne 1565 € par mois avec son CDI. Au niveau des allocations, il touche 132 € par mois. Et il y a une particularité dans leur budget, c'est qu'il y a 5 ans, lorsqu'ils avaient tous les deux leur salaire en CDI, ils ont décidé d'investir dans l'immobilier locatif. Ils ont donc acheté 3 appartements avec des crédits sur 25 ans à ce moment-là. Et l'intérêt de toute la démarche, c'était que le paiement des loyers remboursait non seulement le crédit, mais leur permettait même de se dégager une petite marge. Donc ça, c'est vrai que c'est une situation très avantageuse. Et donc en temps normal, ils récupèrent sur ces 3 appartements, une fois que les crédits immobiliers sont payés, que les charges, etc. sont payés, les impôts, il leur restait 250 € par mois. Malheureusement, depuis quelques mois, un des locataires ne paye pas son loyer, ce qui est quelque chose qui peut arriver quand on investit dans le locatif. Il y a un risque d'impayé comme il y a un risque dans toute démarche d'investissement, et ce qui fait qu'au lieu de gagner 250 € par mois avec leurs investissements locatifs, actuellement ils sont en déficit chaque mois de 350 € puisqu'ils payent quand même le crédit immobilier pour ce bien, ils payent les charges mais ne touchent pas de loyer. Donc ce sont des situations très compliquées à vivre et à gérer en général, et ça vient se cumuler au fait qu'il y a déjà la perte de revenus. Ils se retrouvent donc aujourd'hui avec 1843 € pour une famille de 4 personnes avec donc 2 enfants, ce qui les place statistiquement avec des revenus sous le seuil de pauvreté, même si c'est uniquement à titre indicatif, puisque lorsque l'on regarde des statistiques comme ça va pas prendre forcément toutes les caractéristiques individuelles, ça ne compte pas si on a des investissements à côté. On peut parfois par exemple avoir de très petits revenus pour des choix de carrière ou des problèmes de vie, mais avoir derrière d'autres avantages et des privilèges qui sont pas comptés dedans. Donc voilà, les revenus c'est uniquement à titre indicatif, et je pense que c'est important de rappeler un petit peu où on en est par rapport aux différents seuils de classe moyenne, de classe populaire, de classe aisée, etc. Parce qu'actuellement les choses changent très vite avec l'inflation. Les salaires peuvent augmenter, mais ça veut pas forcément dire qu'on est plus riche qu'avant puisque tout a augmenté aussi. Donc parfois on peut comparer avec une situation qu'on a déjà connue et se dire mais attends, mais moi à ce moment-là je gagnais ça et ça allait très bien. Mais il faut savoir quand même que la quantité d'argent dont on a besoin pour vivre aujourd'hui est bien plus importante que celle dont on avait besoin il y a 10 ans par exemple. Et au-delà de ça, il va y avoir les particularités de chacun, puisque quand on compare les revenus des différents foyers, ça ne va pas compter si on paye un loyer ou pas, ça va pas compter le lieu de vie, ça va pas compter plein de facteurs différents. Donc voilà, je tenais à faire une petite parenthèse sur ce point-là. Ils sont propriétaires de leur résidence principale et payent chaque mois un crédit immobilier, les charges, les impôts, le syndic, etc. Ce qui leur revient à 609 € par mois, sachant que c'est une maison de 85 m² avec un petit jardin dans le sud-ouest de la France.
En électricité, il dépense 77 € pour 4. C'est honnêtement très dur à réduire actuellement puisque le prix de l'électricité a énormément augmenté. Si on compare par exemple avec la fin d'année 2022, je crois qu'on est à plus de 20% en termes de prix, donc même en consommant pareil, ça a beaucoup augmenté, ça fait quand même une grosse différence. Et donc forcément c'est un point sur lequel il est difficile d'agir, surtout que 77 € pour 4, c'est déjà très bas, donc parfois c'est un point sur lequel on peut agir, mais là je pense que c'est compliqué de faire mieux. Au niveau de leur facture d'eau, ils en ont pour 25 € par mois. Ça j'ai toujours du mal à évaluer si c'est beaucoup ou pas, ça dépend de tellement de facteurs. Ils ont un petit potager aussi, donc ça peut compter aussi dans les dépenses en eau. Dans leurs courses alimentaires plus la cantine des enfants, ils en ont pour 450 € par mois. Ils végétalisent au maximum leur alimentation. C'est vrai que le fait de manger plus végétal, ça peut vraiment aider à réduire le budget, notamment quand on s'intéresse aux légumineuses, au tofu et à toutes ces sources de protéines qui coûtent vraiment pas cher. Au-delà de ça, ils prennent aussi un panier Too Good To Go par semaine. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Pour ceux qui connaissent pas, donc il y a aussi l'application Phoenix qui existe. On récupère des invendus de magasins et on peut cuisiner avec, et généralement on paye 3 à 4 fois moins cher que la valeur du panier. On peut parfois avoir des mauvaises surprises aussi, donc c'est sûr que ça peut être parfois délicat, mais souvent ça aide à bien réduire le budget. Moi je le faisais souvent avec des magasins bio et je récupérais des fruits et légumes, et ça me permettait vraiment de manger beaucoup plus de fruits et légumes que si je faisais ça avec mon budget. J'avais d'ailleurs fait une semaine de défi à 20 € pour la semaine en intégrant des paniers Too Good To Go. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse, parce que c'est des vidéos qui vous avaient pas mal plu. J'avais fait ça il y a 1 an ou 1 an et demi je crois. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ils ont aussi fait une tentative de potager qui n'a pas été très fructueuse pour le moment et qui n'a pas été rentable donc, et c'est vrai que ça peut être compliqué aussi parce qu'on donne souvent comme conseil aux personnes qui ont un petit budget et qui ont un petit bout de terrain de faire un potager parce que ça fait des légumes gratuits, etc. Mais déjà ça demande souvent beaucoup d'investissement au début, sauf si on est vraiment un pro de la récup, qu'on est très entouré, qu'on fait appel à la solidarité, qu'on fait appel aux échanges, etc. Souvent on a tendance à penser uniquement au prix des graines ou du plant, alors qu'en fait il y a le terreau, il y a l'installation. Ça peut demander pas mal de temps et de charge mentale aussi, donc c'est à prendre en compte, mais ça va peut-être aider à réduire un petit peu le budget alimentaire dès lors qu'on récupère, je sais pas, une tomate. C'est quelque chose qu'on n'a pas à payer, mais ce budget il est forcément répercuté ailleurs, donc ça c'est à évaluer selon chacun si c'est rentable pour nous ou pas. Pour la voiture, ils dépensent 22 € en assurance chaque mois ainsi que 135 € d'essence, ce qui fait un total de 157 €. Ensuite, pour leur box internet plus 2 forfaits mobiles, ils dépensent 35 € par mois. Donc c'est un excellent prix. Je pense que ce poste-là, il est impossible à réduire vraiment. Ou peut-être en cherchant partout pour essayer de gratter quelques euros. Parfois ça peut faire la différence, mais en tout cas le prix est vraiment excellent. C'est très rare que je vois des budgets aussi bas dans les budgets que je reçois pour ce qui est de la téléphonie et d'internet. Et c'est vrai que ça peut souvent faire la différence. Parfois on paye bien trop cher sur ces postes-là. Après ça dépend aussi de là où l'on habite, de ce qui capte chez nous. En France, je trouve qu'on a pas mal de chance sur les tarifs de la téléphonie et d'internet. J'ai l'impression que c'est bien plus cher dans pas mal de pays. Donc on peut souvent s'en sortir avec des petits prix si on a la chance d'être dans des zones où les opérateurs pas trop chers peuvent capter. Alors en frais vétérinaires, il y en a eu pour 35 € par mois en moyenne sur les 12 derniers mois. C'est bien de compter ces frais-là dans son budget parce que souvent on a tendance à ne pas y penser et à être surpris au moment où ça arrive, parce que même si là ça représente une petite somme par mois, 35 €, quand ça arrive d'un coup et qu'il y a des frais assez chers à payer pour un animal de 300 €, 400 €, c'est bien d'y être préparé, d'avoir de l'épargne pour ça. Déjà quand on souhaite prendre des animaux, il est important de penser au coût que ça peut avoir, puisque les animaux c'est pas juste acheter des croquettes, c'est énormément de frais, notamment quand ils vont vieillir. Donc généralement il va y avoir de plus en plus de frais au fur et à mesure que les animaux avancent en âge. Donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi, et une fois qu'on a déjà les animaux, c'est bien de budgétiser pour leurs soins et pour les frais qui leur sont liés. Vêtements, ils ont dépensé 43 € en moyenne par mois sur les 12 derniers mois aussi. C'est pareil, c'est bien de regarder son budget lissé sur l'année. Ils considèrent que c'est trop actuellement, ils aimeraient bien pouvoir réduire. Je trouve pas que ce soit excessif, mais c'est vrai que dans une situation où le budget est serré, forcément 43 € par mois ça représente plus ou moins 500 € à l'année, donc ça fait un sacré budget, mais en même temps c'est compliqué avec des jeunes enfants aussi, donc ils essayent de se diriger vers les vêtements d'occasion, mais c'est sûr que c'est un budget qu'il est compliqué de réduire au maximum. Ensuite, le budget santé représente un gros poste de dépense pour la famille puisque ça représente à peu près 10% des revenus. Il y a 183 € au total. Il va y avoir 40 € pour la mutuelle de Roxane et de sa fille, sachant que son fils et son mari
sont sur celles du travail du mari de Roxane, donc c'est déjà déduit du salaire au moment où il touche son salaire, je pense. Généralement c'est compté comme ça. Et après il va y avoir 143 € de dépenses santé diverses, sachant que dans ces dépenses ça va compter le suivi psychologique et que forcément la cause de l'arrêt maladie et de l'invalidité de Roxane, ça a été un burn-out. Et que les maladies qui touchent à l'aspect psychologique sont tout aussi valides que les maladies qui touchent au corps. C'est pas parce qu'elles sont parfois invisibles qu'elles ne sont pas importantes, et forcément ça peut engendrer beaucoup de frais. La santé, ça devrait être notre poste de dépense prioritaire, parce que si aujourd'hui on fait des économies sur notre santé, ça peut nous coûter très cher plus tard. Je sais qu'il y aura sûrement des conseils qui proposeront à Roxane de se diriger vers le service de suivi psy qui est remboursé. On l'a déjà recommandé à des personnes qui m'avaient partagé leur budget et qui pareil avaient une part importante pour leur suivi psy, mais malheureusement c'est pas forcément adapté à tout le monde, donc c'est très bien de savoir que ça existe. Ça correspond peut-être à certaines personnes, mais c'est pas forcément la solution universelle, puisque tous les psys ne font pas forcément partie de ce dispositif. Je ne suis pas suffisamment renseignée sur ce sujet-là pour savoir exactement ce qu'il en est, mais je sais qu'il y a beaucoup de professionnels et de personnes à qui ça ne correspond pas forcément. Donc voilà pour cette partie-là. C'est pas parce que parfois il existe des solutions qui peuvent coûter moins cher que c'est forcément la meilleure solution. Et l'aspect santé, c'est forcément quelque chose de très important dans la vie, donc on peut pas forcément réduire sur ce point-là. Il va y avoir également le budget pour les sorties en famille, donc 82 € pour 4 personnes, ce qui est un budget très raisonnable. Alors on va arriver à une partie un peu sensible lorsque l'on parle de petits budgets, mais il va y avoir le budget cigarette de son mari qui représente 200 € par mois. Il ne peut pas arrêter pour le moment, et je pense que c'est très délicat quand même dès que les personnes vont constater un budget de personnes qui ont un petit budget actuellement, en disant déjà il suffirait d'arrêter de fumer et ça irait mieux, parce que c'est totalement oublié le fait que la cigarette c'est une addiction. C'est pas juste un choix comme ça de se dire tiens, j'ai envie de dépenser 200 € par mois parce que c'est chouette. Mais généralement c'est bien plus compliqué que ça. Je pense que la plupart des fumeurs en sont conscients. Arrêter de fumer, ça peut être très difficile pour certaines personnes. Il y a des personnes qui y arrivent plutôt facilement, il y en a pour qui c'est très difficile, mais parfois aussi une addiction peut être remplacée par une autre addiction qui peut coûter aussi de l'argent. Supposons que la cigarette ait un aspect social, par exemple pour la pause café, où on a l'habitude de prendre une cigarette, parfois on peut remplacer cette addiction par le fait de prendre un café à la place ou par le fait de grignoter, ce qui peut amener des frais aussi. Donc pour moi, l'aspect de la cigarette, la question principale, c'est pas l'argent, c'est la santé, et après c'est à chacun de se gérer sur ça et de faire en fonction de ce qu'il peut faire. Donc si c'est pas possible pour lui d'arrêter aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas faire culpabiliser les gens sur ça. Si jamais il a la possibilité de réduire, d'arrêter, de remplacer par des méthodes plus économiques, tant mieux si jamais un jour c'est possible, mais pour le moment, si ce n'est pas possible, c'est leur budget tel qu'il est. Encore une fois, ce n'est pas un tuto, c'est simplement un partage de leur expérience, de leur budget. Nous avons ensuite le budget perso de Roxane qui est de 82 € par mois. Le budget cadeau lissé sur l'année représente 34 € par mois. C'est bien de le compter dans son budget, c'est pareil, souvent c'est un poste de dépense que l'on oublie totalement alors qu'il y a toujours des cadeaux à faire. Là dans leur cas ça va être les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux des copains, des enfants, parce que dès qu'ils sont invités forcément il faut acheter un cadeau. Il va y avoir les cadeaux de Noël, etc. Et c'est compliqué quand on a des enfants de réduire ce budget à zéro. Autant quand on est un couple, à la rigueur, on peut se dire on se fait pas trop de cadeaux pour le moment tant que la situation va pas mieux. Mais pour les enfants, c'est compliqué, surtout qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment de budget vacances. Donc moi je pense que le fait de préserver un budget loisir et de continuer de faire des cadeaux pour faire en sorte que les enfants vivent le mieux possible la situation et n'aient pas un besoin de compenser plus tard non plus, parce que parfois quand on se sent trop privé, quand on est enfant, quand on est jeune adulte, on peut avoir tendance à totalement compenser ensuite au moment où on a ses premiers salaires et se dire maintenant je veux plus jamais me priver, et du coup ça peut nous ralentir dans certains projets. Donc je pense que c'est juste le mieux de garder des soupapes de décompression, que ce soit les sorties en famille, que ce soit le budget cadeau, parce que ça peut éviter des craquages à d'autres moments, où ça peut éviter des frustrations ou des problèmes. Ensuite en frais divers pour la maison, ils en ont eu pour 109 € par mois en moyenne, donc lissé sur l'année. Encore une fois, ça va compter tout ce qui est quand il y a des réparations à faire, quand il y a des imprévus, du matériel qui lâche. Ça a été aussi les frais pour le potager par exemple. C'est bien de le compter dans le budget, puisque quand on est dans un budget très serré comme ça, où en fait la moindre dépense
compte. Quand on oublie les imprévus, les cadeaux ou qu'on ne compte pas forcément le budget loisir dedans, ça peut vraiment nous mettre dans une situation très difficile parce qu'on peut croire qu'on est à une situation d'équilibre alors qu'en fait on creuse notre budget chaque mois. Plus on a de facteurs dans la vie, quand on a des enfants, des animaux, quand on a une maison, etc., on augmente les chances d'avoir des imprévus. On ne sait pas quels seront ces imprévus, on ne peut pas les prévoir, c'est le but de leur nom, mais on sait qu'il y en aura, donc c'est bien de garder de l'argent pour ça et de le compter dans son budget. Au total, leurs dépenses s'élèvent donc à 2124 € par mois. On voit donc qu'il y a un déficit entre ce qu'ils gagnent et ce qu'ils dépensent de 281 € par mois, ce qui fait que leur situation est forcément délicate. C'est aussi, je pense, ce qui a poussé Roxane à m'envoyer son budget pour voir s'il y avait des choses sur lesquelles on pouvait agir. Alors on va étudier les différentes pistes de réduction qu'il pourrait y avoir dans leur budget pour essayer d'équilibrer. Souvent un des postes sur lequel on peut agir, c'est l'alimentation. Dans leur cas, le budget est déjà extrêmement bas, 450 € pour 4 personnes, c'est tout à fait raisonnable, vraiment, surtout que ça comprend la cantine des enfants, donc c'est vraiment compliqué de faire moins. Après, est-ce que c'est possible? Tout est toujours possible, mais ça ne veut pas dire que c'est applicable. Par exemple, l'une de mes abonnées qui m'avait partagé son budget, c'était Lucie, je vous mettrai la vidéo si jamais ça vous intéresse d'aller voir, mange pour 40 € par mois, puisqu'elle fait énormément de friganisme, mais forcément, ça demande de l'organisation, ça demande de la cuisine, des fois il peut y avoir des imprévus, donc c'est pas faisable pour tout le monde, et dans tous les cas, parfois, on ne peut pas faire de friganisme, mais 40 € par personne, c'est sûr que c'est un budget très extrême. Est-ce que parfois on peut réduire de 10 ou 15 € par personne pour essayer de faire une différence? Oui, mais après, faut voir si c'est faisable, et il faut aussi penser au fait que son mari travaille, je pense, à plein temps, c'est pas forcément dit, mais c'est très probable, et que dans son cas, elle a fait un burn-out, ce qui veut dire que c'est peut-être pas forcément le meilleur truc d'ajouter de la charge mentale dans leur quotidien, donc ça veut pas dire que c'est faisable. Peut-être que c'est envisageable de faire plus de récup. Elle me disait qu'elle envisageait de récupérer plus de paniers Too Good To Go. C'est vrai que ça peut se faire aussi. Après, il faut aussi faire en fonction de ce que l'on est capable de faire et ne pas se retrouver à nouveau en burn-out au sein du foyer avec tout ce qu'il y a à faire pour réduire les coûts. Parfois, on peut voir pour réduire sa mensualité de prêt immobilier, donc renégocier, étaler les paiements. Parfois, on peut voir pour supprimer quelques mensualités, pour décaler, mais actuellement, c'est vrai que c'est compliqué parce que les taux ont fortement augmenté. Donc s'ils ont emprunté avant toute cette situation, les taux devaient être très bas. Actuellement, ils sont élevés, donc ça peut être très compliqué, voire déconseillé de renégocier. Leur but à la base, en plus, c'était de solder leur crédit rapidement avant qu'il y ait le burn-out, avant qu'il y ait la perte de revenus. Ils voulaient essayer de solder le plus de crédit le plus rapidement possible pour toucher les loyers chaque mois, pour ne pas payer de loyer pour leur logement, pour que tout ça arrive le plus vite possible. Malheureusement, actuellement, ce n'est pas possible puisqu'il y a eu le burn-out, mais c'était pas forcément quelque chose qu'on pouvait anticiper à la base. Au niveau du véhicule, actuellement, il est compliqué d'agir sur le budget assurance puisque à moins de se passer du véhicule, on peut pas vraiment changer ça. Parfois, on peut voir pour renégocier, pour aller là où c'est moins cher. Après, c'est un budget qui reste très peu élevé pour assurer un véhicule. Au niveau de l'essence, il est peut-être possible, je ne connais pas leur situation, donc je ne sais pas du tout dans quelle mesure ce serait applicable ou pas, mais d'envisager du covoiturage. Donc par exemple avec des collègues de travail, ça peut être avec des parents d'élèves. Si on emmène les enfants à l'école en voiture, ça peut être d'envisager ce genre de solution, même si parfois ça fait juste économiser 10 € d'essence sur le mois, c'est toujours ça de prix aussi. Sinon, lorsqu'il y a des déplacements un peu plus loin, aller sur des applications de covoiturage. Il y a peut-être des solutions qui peuvent être envisagées sur ça, ou peut-être que pas du tout. Mais peut-être que cette solution peut servir à ceux qui regardent la vidéo aussi d'envisager le covoiturage comme mode de déplacement pour réduire un petit peu les frais et son empreinte sur la planète, évidemment. Même si quand on a un budget très serré, souvent la priorité c'est avant tout de pouvoir retrouver une situation d'équilibre avant de s'intéresser à d'autres points. Au niveau des sorties en famille et des plaisirs perso, comme je l'ai dit avant, pour moi ce sont des soupapes assez essentielles. Ce serait totalement compliqué de supprimer ces budgets, notamment avec des enfants, mais même quand on est un adulte qui habite seul, célibataire, qui a un petit budget, j'en sais rien. Ça veut pas dire que notre budget loisir ne doit pas exister, ça veut pas dire qu'on n'est pas légitime à avoir envie de profiter de la vie aussi. Vivre, c'est pas juste travailler, manger, dormir, on a forcément envie de faire d'autres choses. Après, il y a des loisirs qui peuvent parfois être moins chers, peut-être qu'on peut regarder pour les loisirs qui sont gratuits autour de chez soi ou qui sont très peu chers, voir s'il n'y a pas des assos qui proposent des tarifs intéressants. On peut aussi regarder au niveau du CE, du travail du mari de Roxane,
Roxane par exemple, peut-être que ce sont des choses qui sont déjà mises en place parce que au vu de leur gestion du budget, je pense que Roxane met déjà pas mal de choses en place. Elle m'a dit que la gestion du budget c'est vraiment quelque chose qui l'intéressait depuis très longtemps, depuis qu'elle était ado, donc forcément je pense qu'elle s'est déjà pas mal renseignée sur ces thèmes-là, mais parfois il peut y avoir des choses auxquelles on ne pense pas, donc je le rappelle au cas où. Autre point qu'il est important de rappeler, puisque quand on regarde le budget dans sa globalité, actuellement il est incomplet puisqu'il manque 600 € de loyer pour le logement sur lequel il paye un crédit, des charges, etc. Ce qui fait qu'il se retrouve en déficit, mais normalement à un moment cette situation devrait se régler. Peut-être que ça entraînera quand même le fait de ne pas récupérer tout ce qui n'a pas été payé et que les dommages qui ont été faits en termes de budget, en termes de déficit pendant plusieurs mois ne seront pas réparés, mais même si la situation venait à durer plusieurs mois encore, à un moment, normalement, elle devrait être rétablie et ils pourront probablement soit être avec le même locataire qui pourra payer, soit avoir un autre locataire dans ce bien. Et donc dans ce cas-là, au lieu d'avoir 350 € de revenus en moins à cause de l'investissement locatif, ils auraient 250 € en plus. Donc il y aurait vraiment une différence de 600 € dans ce budget. Ce qui veut dire que leur situation serait non seulement plus en déficit, mais serait en positif. Il y aurait de l'épargne et il y aurait de quoi voir venir, notamment pour se créer une épargne imprévue, une épargne pour la voiture aussi. J'ai pas vu de budget en lien avec la voiture. Après, Roxane m'a partagé son budget lissé sur 12 mois, donc peut-être qu'il n'y a tout simplement pas eu besoin de payer des choses pour la voiture pendant un an, mais c'est vrai que souvent c'est bien de garder un budget pour les imprévus de la voiture. On a la possibilité de prévoir aussi un budget pour le moment où il faudra changer de voiture, puisqu'il y a forcément un moment où ça arrive aussi. Et donc la situation là, telle qu'elle est actuellement, elle n'est pas figée. C'est juste qu'il y a une difficulté en ce moment en lien avec cet imprévu qui est le fait qu'il y a un locataire qui ne paye pas. C'est malheureusement des choses qui arrivent. C'est un risque qui représente 3% de risque que ça arrive quand on investit actuellement dans l'immobilier en 2023. Et il est à prendre en compte, malheureusement c'est tombé sur eux. Mais normalement ça ne devrait pas s'éterniser. Il y a peu de chances qu'ils aient à nouveau ce problème-là lorsqu'ils auront un autre locataire ou si le locataire peut à nouveau payer correctement le loyer. J'ai demandé à Roxane s'ils avaient actuellement de l'épargne. Elle m'a répondu que oui, ils ont une épargne de précaution de 15 000 €. De base, cette épargne, ils voulaient plutôt l'utiliser pour solder un des crédits plus rapidement, mais actuellement, ils la gardent en épargne de précaution. Ce qu'il y a de bien quand on a une situation qui marche bien, comme celle qu'ils avaient avant son burn-out, ils avaient de bons revenus, c'est qu'ils ont mis de côté, et ça c'est vraiment essentiel puisque aujourd'hui, à un moment où ils ont une situation plus difficile, ça leur permet quand même de souffler. Je pense que ça rassure quand même de voir que même si chaque mois on dépense un peu plus que ce que l'on gagne, on a de quoi tenir des mois et des mois. Là, avec 15 000 €, ça leur donne quand même s'ils avaient la même situation, même si la situation ne changeait pas, ce dont sincèrement je doute, je pense qu'à un moment ça évoluera et ça pourra revenir à l'équilibre, ils pourraient tenir plus de 4 ans comme ça et couvrir leurs frais quand même sans être en difficulté, sachant que, comme je le disais avant, normalement la situation devrait se stabiliser à un moment pour cette histoire de loyer impayé. Et en fait, le fait d'avoir de l'épargne, ça leur permet de tenir. 15 000 €, c'est vraiment une bonne épargne de précaution, notamment quand on a des biens immobiliers. C'est super important d'avoir de l'argent de côté. Il peut y avoir des travaux de copropriété, il peut y avoir des frais imprévus, il peut y avoir, je sais pas, si par exemple il y a une infestation de parasites ou d'insectes, il peut y avoir le fait de faire venir quelqu'un pour s'occuper de ça. Enfin, il peut toujours y avoir des frais. Quand on a un logement, il peut y avoir des imprévus, c'est important d'avoir une épargne de précaution. Je ne sais pas où ils placent leur épargne actuellement, mais ce qu'il peut être bien de faire, c'est d'ouvrir un livret d'épargne populaire. Je pense qu'ils devraient être éligibles en fonction de leurs revenus. Regardez si vous êtes éligible pour le livret d'épargne populaire. Actuellement, vous pouvez mettre jusqu'à 10 000 € dessus et ça vous rapporte 6% d'intérêt par an. Donc si par exemple, de leurs 15 000 €, ils mettent 10 000 sur leur livret d'épargne populaire et que le taux reste à 6%, dans un an, ça leur fait 600 € générés par les intérêts. Mine de rien, actuellement, 600 €, ça pourrait déjà leur couvrir 2 mois de déficit. Et en plus de ça, il resterait 5 000 qui sont potentiellement actuellement utilisés pour couvrir un petit peu le déficit, mais on peut les mettre par exemple sur un livret très facilement accessible comme un livret développement durable qui a un taux d'intérêt à 3%. Et c'est toujours ça aussi, c'est toujours mieux de laisser son argent sur un compte même s'il ne rapporte pas énormément. Dans le cas du livret d'épargne populaire, il a quand même un bon rendement. Le LDD c'est un petit peu moins que l'inflation, donc c'est pas le truc le plus intéressant du monde, mais c'est mieux que d'être sur un truc à 0%, et c'est bien d'avoir de l'argent disponible, notamment
notamment quand on a besoin de piocher dedans. Ça peut limiter un petit peu les pertes d'argent annuelles en tout cas. On a beaucoup parlé des manières de penser à diminuer les dépenses pour essayer de s'en sortir dans le budget. Généralement, je trouve que c'est le mode d'action le plus efficace puisqu'il est plus facile de réduire ses dépenses que d'augmenter ses revenus. Dans leur cas, ils sont déjà dans une situation où ils font très attention à leurs dépenses. Donc c'est vraiment compliqué de piocher dedans et de dire bon, là on diminue, là on diminue, là on diminue. Parfois c'est totalement faisable quand on a des budgets assez importants, quand on va beaucoup au restaurant, etc. Ça peut être assez facile de diminuer ses dépenses. Quand on est déjà dans un budget où on dépense à peine plus de 100 € par personne pour manger, c'est compliqué de tailler dans ce budget. On peut donc réfléchir à l'augmentation possible des revenus. Ça peut être le fait de demander une augmentation. Après, peut-être que son mari a déjà tenté et que l'augmentation a été refusée. Peut-être qu'il en a déjà eu une et qu'il gagne plus qu'avant. Peut-être qu'une augmentation viendrait avec plus de responsabilités ou plus d'heures et que ce serait compliqué à gérer actuellement. Mais ça peut être une piste. Il peut y avoir le fait de voir s'il n'y a pas des aides auxquelles on n'a pas pensé qui pourraient venir améliorer un petit peu la situation, parce que c'est vrai que passer de 2300 € de revenus à 496, ça fait quand même une grosse différence et c'est vrai que c'est des revenus très bas. Après les revenus quand on est en invalidité sont assez différents selon les personnes, j'ai l'impression. Je ne suis pas quelqu'un de renseigné sur tout ce qui est aide sociale, allocation, compensation, tout ça. Mais en tout cas, je sais que j'ai déjà vu des revenus différents sur ces catégories-là. Peut-être voir s'il n'y a pas des aides auxquelles ils pourraient accéder, voir aussi s'il n'y a pas au niveau des associations des moyens de se faire aider, que ce soit pour les activités des enfants, les activités de la famille, les vacances, voir s'il n'y a pas des possibilités au niveau d'aide alimentaire qui pourraient être mises en place. Ça pourrait aussi permettre, pas d'augmenter directement les revenus, mais en tout cas de diminuer les dépenses par un autre biais que d'agir tout seul sur ces dépenses. Une particularité de leur budget, c'est que leur crédit immobilier est en plusieurs crédits. C'est quelque chose qui leur correspond. Ils en ont donc un premier qu'ils ont sur lequel maintenant la mensualité est assez faible, mais dans une dizaine d'années ils passeront sur le deuxième crédit qui lui était à taux zéro mais qui représente une mensualité plus élevée, et donc à ce moment là, si leur situation ne s'est pas améliorée, ils devront trouver une solution comme déménager par exemple. Donc je ne sais pas si ça signifie vendre leur logement ou si ça signifie le mettre en location et aller vivre dans un des appartements. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est vrai que j'avais jamais entendu parler de cette manière de faire pour le crédit. Je connaissais la situation inverse. J'ai des personnes dans mon entourage qui ont emprunté pour leur achat immobilier à 15 ans de l'âge prévu de la retraite et qui ont emprunté sur 20 ans, et ils ont en fait un crédit immobilier avec une mensualité assez élevée jusqu'à leur retraite, et après ils ont un deuxième crédit bien plus bas qui démarre au moment où ils sont à la retraite, pour que ce soit intégrable en fait avec la baisse de revenus qui va avec leur situation de retraité. C'était la seule situation que je connaissais avec plusieurs crédits comme ça. C'est vrai que nous, au moment où on a emprunté, il n'y avait plus l'histoire des crédits à taux zéro, donc je ne suis pas renseignée sur ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est vrai que ça amène une problématique qui heureusement est quand même pendant pas mal d'années. D'ici là, ils pourront voir où leur situation en sera. Malgré le fait qu'actuellement ils aient des revenus inférieurs au seuil de pauvreté pour 4 personnes, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont plutôt prometteuses et encourageantes dans leur budget. Déjà, le fait qu'ils sachent bien gérer leur budget, c'est un énorme avantage. Savoir gérer son budget, ça représente une énorme richesse, puisque c'est notamment grâce au fait qu'ils aient su gérer leur budget avant tout ça, qu'ils ont cette épargne de précaution qui leur permet de souffler. Donc il y a aussi dans les avantages le fait qu'ils aient une épargne de précaution. Ça, c'est vraiment super encourageant, parce que s'ils ne l'avaient pas actuellement, ils seraient en train de creuser leur découvert ou de devoir vraiment sacrifier tous les plaisirs qu'ils ont dans leur budget, et forcément la situation serait bien plus dure à vivre, bien plus stressante. Ils sont aussi propriétaires de 3 appartements, donc même si actuellement il y a un problème qui est engendré par l'un des appartements, ça reste des biens qui sont en leur nom, qui peuvent peut-être, si jamais vraiment ils sont dans une situation où c'est très compliqué, peut-être qu'ils peuvent réussir à en vendre un et que ça pourrait leur permettre de souffler aussi. Généralement, on considère qu'il ne faut pas vendre un bien immobilier avant 6 ans, mais c'est une moyenne. Ça dépend des frais de notaire qu'on a payés, ça dépend du contexte, ça dépend de l'augmentation des prix, etc. Enfin, il y a plein de facteurs qui entrent en compte. À chaque fois, les moyennes, c'est juste à titre indicatif, et après, on voit ce qu'il en est dans notre situation. Ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin de vendre un de leurs appartements. Ils ont de l'épargne qui peut justement leur permettre de souffler
suffisamment de temps pour que la situation se stabilise et que même après ils puissent épargner plus et même réussir peut-être à rembourser en anticipé certains de ces biens. Et donc un point extrêmement positif qui découle de ça, c'est que dès que leur situation se sera équilibrée, que ce soit par la reprise du paiement des loyers, s'il y a une augmentation de revenus, s'ils peuvent agir sur leurs dépenses et qu'ils continuent de rembourser les crédits de leurs biens, donc de leurs 4 biens immobiliers actuellement, il y a un moment où ils auront plusieurs biens immobiliers. Peut-être qu'entre temps ils en auront vendu certains, mais ils en auront quand même normalement plusieurs. Et ils n'auront plus de crédit à payer dessus, ce qui veut dire qu'ils pourront toucher des loyers dessus sur lesquels ils toucheront beaucoup plus d'argent que lorsqu'on doit rembourser le crédit sur les loyers que l'on perçoit. Même si ce ne sera pas à 100% dans leur poche, mais en tout cas ça leur fera une situation financière très sereine, parce que s'ils n'ont par exemple plus besoin de payer de loyer parce que leur résidence principale est totalement achetée et qu'il n'y a plus de crédit, et qu'à côté de ça ils ont 1, 2 ou 3 biens en location, ça peut vraiment amener quelque chose de très serein pour leur avenir et pour leur situation financière. Je trouve ça vraiment génial que les gens partagent en toute sincérité leur retour sur l'investissement locatif, puisque parfois l'immobilier, on peut avoir l'impression que c'est hyper rentable, que c'est sans effort, que c'est sans stress, et que voilà, juste on achète des biens et on gagne plein d'argent dessus, alors que vraiment c'est pas forcément pour tout le monde. Déjà ça peut être très stressant, ça peut être vraiment stressant d'avoir des gens qui vivent dans l'un de nos biens aussi. L'investissement locatif ça comprend des risques aussi, c'est pas en fait on achète un appartement à 100 000, on le loue à 500 € par mois et on a 500 € dans sa poche tous les mois parce qu'il y a des charges, parce qu'il y a des imprévus, parce qu'il y a des travaux de copro. Soit on met une agence sur le coup qui parfois est plus ou moins compétente, ça dépend, mais qui peut nous alléger en termes de charge mentale et s'occuper des choses, mais ça nous allégera aussi en termes de ce que l'on va toucher dessus. Soit on s'en occupe et ça implique de devoir gérer, de devoir stresser parfois, de devoir faire appel à des gens. Voilà, c'est pas du tout dans la poche, en fait c'est pas quelque chose de facile et sans effort aussi, donc c'est à prendre en compte. L'investissement locatif, ce n'est pas le seul investissement qui existe, c'est globalement un investissement qui peut être assez sécurisant par rapport à d'autres investissements, parce que même dans l'hypothèse où des locataires ne payent pas, même juste en remboursant son crédit, dans tous les cas à un moment les biens sont à eux et ils peuvent les revendre, et ce qu'ils ont investi dans le crédit, ils le récupéreront quand même en partie ou en majorité dans la revente du bien, même si au début il y a des frais comme les frais de notaire etc qu'on ne revoit pas, mais plus on garde le bien en notre nom et on continue de rembourser les crédits, généralement plus on récupérera d'argent à la revente, donc ce n'est pas jeter de l'argent dans le vide non plus. Donc ça c'est à évaluer selon le profil de chacun, ce n'est pas tout rose, ce n'est pas facile, ce n'est pas non plus horrible, ou ça ne fait pas non plus des gens qui investissent dans l'immobilier des personnes vénales qui veulent à tout prix s'enrichir sur les autres. Je pense que c'est un sujet qui peut parfois diviser, on en parle très souvent, puisque vous le savez avec Didier on a plusieurs biens immobiliers, on n'est pas forcément dans le parcours classique puisque le seul sur lequel on a fait un crédit c'est pour celui dans lequel on vit, donc je sais que des fois ça fait s'arracher les cheveux à plein d'investisseurs qui regardent mes vidéos. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit aparté sur ce sujet là. En tout cas merci infiniment à Roxane de m'avoir partagé son budget, j'espère qu'il pourra servir à des gens qui pourront peut-être se reconnaître dans sa situation. Si jamais c'est pas le cas, peut-être que juste ça vous aura plu de vous intéresser au budget de quelqu'un d'autre, parce que je trouve que c'est toujours intéressant, et je souhaite de tout mon cœur que la situation de Roxane et de sa famille se stabilise. Je trouve qu'ils ont une gestion absolument excellente et qu'ils ont mis en place plein de choses pour que ça se passe au mieux plus tard. Même si actuellement ils traversent une mauvaise passe et que ça doit pas être facile à vivre, j'espère que ça va vite s'améliorer et que ça ira au mieux pour la suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, vous pouvez mettre un like, et si vous ne voulez rien manquer de mes prochains contenus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je partage autour des astuces petit budget, de plein de choses autour du mode de vie quand on veut essayer de réduire ses dépenses, de vivre de manière plutôt écologique. J'ai des recettes végétales aussi, je fais des défis, on parle du budget de mes abonnés, de mon propre budget aussi de temps en temps. Et si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, c'est Mûres et Noisettes. Et j'ai un podcast, mais en ce moment j'en parle pas trop parce que j'ai pas le temps de faire des épisodes dessus. Mais c'est Mûres et Noisettes également, si un jour vous avez envie d'écouter mes épisodes de podcast, si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!